Pierre Bretonnier, bonjour. Bonjour Gali. Alors, dans l'actualité littéraire, entre guillemets, si l'on peut dire, il y a eu récemment la publication du dernier livre de Christian Blanc, qui s'appelle La force des racines kanak. Il a été présenté en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas s'il est en librairie, mais vous avez une anecdote concernant la dernière intervention à la Maison de la Nouvelle-Calédonie de Christian Blanc. C'est intéressant, est-ce que vous pouvez nous la rappeler? Absolument, c'était à l'occasion d'un film documentaire qui passait à la Maison de Nouvelle-Calédonie. Donc j'ai été invité puisque j'étais de passage et on m'a dit. C'était quand, récemment? C'était en 2019. Et donc j'étais invité, on m'a dit: avec Christian Blanc qui vient, vous avez été signataire des accords de Matignon, c'est bien que vous assistiez, vous verrez le film. Et ensuite il y aura une intervention de Monsieur Blanc sur le sujet, notamment la mission du dialogue qu'il a créé. En tous les cas, c'est ce qu'il Enfin, dit. il l'a conduite, puisque c'est le Premier ministre Michel Rocard qui l'avait créé. Voilà, mais j'ai fait exprès de dire ça parce que quand j'ai entendu Christian Blanc, j'ai eu l'impression que la mission du dialogue c'était lui, que les accords de Matignon c'était lui, que Michel Rocard avait un grand mérite finalement, c'est d'avoir suivi ses conseils. Bref, j'ai trouvé qu'il était d'une prétention vraiment incroyable. Et alors son analyse après des personnes m'a laissé pantois. Alors Tjibaou, lui, il l'a décrit comme le Gandhi de la Nouvelle-Calédonie. Alors quand on sait que Gandhi était l'apôtre de la non-violence et que Jean-Marie Tjibaou a créé des événements qui ont fait près d'une centaine de morts, on se demande d'où vient sa comparaison. Et ensuite, quand il parle de Jacques Lafleur, il l'a traité carrément de chef de gang. Et que heureusement que lui, Christian Blanc, l'avait menacé de poursuites fiscales pour blanchiment d'argent, etc. Et c'est comme ça qu'il l'avait amené à la raison. Enfin, c'est quelqu'un qui a complètement changé. Ou alors, enfin, il n'a jamais osé dire une chose pareille depuis 30 ans, quoi. Un homme, en quelque sorte, un homme engagé, d'ailleurs aux côtés d'Edgar Pisani, un homme engagé. Absolument, mais c'est là que ça s'est ressorti d'un seul coup 30 ans après, parce que je pense que quand Michel Rocard était là, il devait pas oser dire ce qu'il pensait. Et là, maintenant, il se lâche, quoi. Il se lâche, c'est vraiment l'homme de Pisani. Pisani a eu raison, d'après lui, il a eu raison trop tôt, etc. Alors, Jacques Lafleur dans L'Assiégé, qui est un livre intéressant à relire, évoque ses relations avec Christian Blanc et il parle, et il dit on prétend, et la rumeur le colporte, qu'il m'aurait menacé, que j'aurais cédé. Et Jacques Lafleur écrit c'est mal me connaître, et j'ai eu finalement au cours de la mission du dialogue, j'ai pas eu de rapport particulier avec Christian Blanc. Voilà, après l'avoir rencontré une fois, j'ai été convaincu de ce qu'il recherchait. Ouais. Autre sujet d'actualité, Nouméa devient les dents de la mer. Oui, après Blanc, le requin blanc, et il y a les autres requins du lagon. Les dents de la mer, c'est une psychose, mais qui est justifiée, puisque jamais autant d'accidents aussi proches des plages, aussi proches de nous, n'ont été enregistrés. J'ai entendu que des manifestations sportives étaient déplacées, annulées, reportées. Vous-même, vous êtes un ancien triathlète, vous aimez nager. Vous en pensez quoi de l'épisode des dents de la mer actuel? Vous savez, beaucoup vont nager la peur au ventre, vont faire du kitesurf, du stand-up paddle, etc. La peur au ventre. Et quand je regarde à la baie des Citrons et à Lansvata, je pense qu'il y a plus que 10% des gens qui vont habituellement nager qui y sont. Alors, bien sûr, la température de l'eau est un peu rafraîchie, mais quand même, c'est sûr que les gens ont peur. Les gens ont peur, et bon, il y a eu, je crois, 4 morts en 4 mois. C'est quand même très inquiétant. Alors, sur les requins, est-ce que c'est justifié? Les requins, les bulldogs et les tigres? Voilà. D'abord, j'ai entendu une explication selon laquelle c'est parce que la population veut augmenter. Alors, j'ai regardé la population. Mais entre 2014 et 2019, il y a eu 27 000 personnes qui sont parties de Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire 10% de la population. Donc il y a beaucoup moins de personnes en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est sûrement pas l'augmentation de la population. J'ai regardé un autre événement qui s'est produit en 2014, c'est l'interdiction de la chasse aux requins.
En 2014, elle était interdite. Et là, on voit une correspondance. Et quand on a étudié un peu ces requins que sont les bulldogs et les requins tigres, on s'aperçoit que chaque année, maman bulldog ou maman tigre fait 10, 15, 20 petits par an. Et donc, comme ils vivent 15 ans, 15 à 20 ans, vous imaginez le nombre d'années si à chaque fois il y a 15 bébés par an qui eux-mêmes, au bout de 5 ans, vont faire 15 bébés chacun. Mais c'est gigantesque. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie est en train risque d'être envahie par les requins tigres et les requins bulldogs si on ne fait pas quelque chose. Alors qu'on ne me dise pas, bah, il faut surtout pas parce que c'est une espèce protégée, etc. Il faut ramener les choses à leur juste proportion. Il y a plus de 100 millions de requins qui sont tués par an dans le monde, dont les 2 tiers pour les ailerons, parce que les Chinois adorent la soupe d'ailerons de requin. Voilà la vérité. Alors c'est pas les quelques unités ou dizaines de requins qu'on tuerait ici qui changeraient quelque chose à la donne. Vous êtes favorable au prélèvement Absolument. de requins pour la sécurité de Absolument. l'homme? Absolument. Moi, je serais assez, même très favorable à ce que la chasse soit autorisée jusqu'à 300 mètres des côtes. Voilà. Et dans les zones habitées. Les zones habitées, 300 mètres des côtes, chasse autorisée. Il faut que ces requins trouvent des prédateurs. Alors, on me dit, ouais, mais c'est pas vrai, ils vont revenir, etc. Je voudrais dire 2 choses sur ce sujet. D'abord que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu des constats qui ont été faits après les confinements dans le monde entier. C'est le retour des bêtes sauvages partout, même à Paris, même à Buenos Aires, à New York, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand il y a des hommes, eh bien les bêtes sauvages ont peur des hommes, s'ils sont chassés évidemment. C'est sûr que si les hommes leur donnent à manger, ils vont venir. Ils vont éventuellement manger les hommes. Ça a été le cas des requins. Voilà. Et deuxième chose que je voudrais, en tout cas c'est bon, c'est la preuve que si on chasse le requin, si le requin n'est pas à l'aise, il va être comme toutes les bêtes sauvages, il ne va pas revenir, il va être inquiet lui aussi, il faut l'inquiéter. La deuxième chose c'est l'attitude des chercheurs, parce qu'à chaque fois les chercheurs, les experts, nous disent « Ah mais non, mais on n'est pas sûr de ça, parce que vous comprenez, on risque de les tuer pour rien, en quelque sorte. » Autrement dit, qu'il y ait des gens qui meurent pour rien, ça ne nous inquiète pas trop, mais qu'il y ait des requins qui meurent pour rien, pour eux c'est abominable. Donc je viens de dire que ça, en fait, la proportion est complètement dérisoire par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. Mais surtout, je m'aperçois qu'il y a un biais quand même. Il y a un prisme particulier au travers duquel ces chercheurs, ces experts voient les requins. C'est que tout simplement, comme ce sont des spécialistes, ils aiment les requins, c'est normal, c'est leur sujet d'étude favori. Et donc, je crois qu'il faudrait trouver des experts qui ont été victimes des requins pour avoir une vision un peu plus objective des choses. Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une multiplication des requins, une multiplication des attaques. Ils deviennent dangereux pour l'homme. Les activités nautiques ont été suspendues, vont peut-être être arrêtées. C'est grave pour le sport, parce que la Nouvelle-Calédonie est quand même un pays de sport nautique, de sport maritime, qui attire des touristes de ce point de vue-là. Vous voyez l'attitude des hôteliers quand ils vont voir les plages régulièrement fermées parce qu'il y a des requins qui arrivent. Sans compter les activités nautiques des enfants. Les mamans vont cesser d'inscrire les gosses dans ces activités nautiques, alors que la Nouvelle-Calédonie est une spécialiste mondiale de la planche à voile, du kitesurf, etc. Donc c'est très grave. Donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur de s'attaquer à ces requins qui nous attaquent. Parce qu'il faut savoir qu'en plus, le requin tigre et le requin bulldog sont des carnassiers, des prédateurs qui s'attaquent à toutes les proies importantes. Et si un homme passe près d'eux, ben c'est une proie comme une autre. Ce ne sont pas des... J'entends dire, ah mais c'est pas le repas favori. Non, c'est pas le repas favori. Ils attaquent toutes les grosses bêtes. Les petits requins s'attaquent aux petits poissons. Et les grands requins s'attaquent, y compris aux mammifères. C'est-à-dire aux dauphins, aux baleines et à l'homme. Mais alors il y a aussi ceux qui prônent la thèse contraire, c'est-à-dire que le requin est dans son élément, il faut le laisser en paix, il faut équilibrer, etc.
Il y a une solution alternative pour certains endroits, c'est de protéger ces endroits, comme la baie des Citrons par exemple, par un filet. Je crois que la maire de Nouméa a évoqué cette possibilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça coûte très cher. Ça va coûter très cher. Et On parle sur de le 100 plan, millions. ouais. Mais après, il y a l'entretien. Parce qu'il faut l'entretenir, ce filet. Il faut vérifier. Et il casse souvent. Et ensuite, ce filet retient toutes sortes de poissons. Il retient des tortues aussi, il retient des gros poissons, il retient des requins, il finit par s'ouvrir, il faut aller le réparer. Bon, s'il y en a, ben, un peu tant mieux pour les baigneurs. Moi, ce que je crains, c'est qu'il va y avoir une abondance de personnes à la baie des Citrons, parce qu'on ne pourra pas mettre des filets partout, sur toute la Calédonie. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire, la baie des Citrons? Donc tout le monde va se précipiter à la baie des Citrons et les autres plages vont être désertées. C'est une solution, mais qui à mon avis est très, très partielle, quoi. Voilà l'avis de Pierre Bretonnier sur la problématique des requins, lui qui nage souvent pour son plaisir et non pas celui des requins. Il va y avoir d'ici à la fin mai, on avance la date du 22 mai, un déplacement à Paris à l'invitation du Premier ministre, concocté en opérationnel par Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu parlait initialement d'un comité Le Prédour, puis il a évoqué un comité Le Prédour élargi. Jusqu'à présent, on a eu ces relations habituelles et très importantes de points sur le déroulement des accords, sur la préparation des référendums au travers du comité des signataires. Que pensez-vous de la méthode comité Le Prédour élargi, peut-être comité des signataires, mais on n'en est pas sûr, tout cela à un mois du déplacement? Oui, c'est un peu la cacophonie, je crois. Il y a une impréparation, je crois que l'État ne sait pas trop comment faire, et les partis politiques locaux non plus. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de réunir un comité des signataires, par exemple? Oui, je crois que c'est le plus simple, parce que celui-là, on connaît son périmètre, au moins à peu près. Il est prévu par l'accord de Nouméa, donc il a été constitutionnalisé, et celui-là, c'est sûr qu'il veut dire quelque chose. Les autres, après, on peut toujours se demander pourquoi telle composition. Je comprends que des institutions, l'État par exemple, invite Calédonie ensemble, hein, puisqu'il y a députés, sénateurs, etc. Mais en fait, ça donne un avantage aux indépendantistes, faut pas se leurrer. Calédonie ensemble a toujours voté contre les partis loyalistes, depuis que je connais ce parti. Et depuis que Philippe Germain a été élu par les indépendantistes et avant et après, systématiquement, ils ont voté contre les loyalistes. Oui. Systématiquement les indépendantistes. Donc, mais vous l'avez dit, il y a une représentation qui est légitime, la représentation nationale. Mais seulement, il est normal que les parlementaires y participent. Ouais, sauf qu'entre-temps, ils ont perdu, ils se sont fait. Ah, mais il y aura des élections législatives normalement l'année prochaine. Entre-temps, toutes les discussions auront lieu avec eux, alors qu'ils n'ont plus tout à fait la même audience dans le public, sont quand même moins représentés. Mais ils ont toujours la fonction. Alors, autre question sur cette réunion, l'ordre du jour. Alors, les autorités de l'État ont indiqué qu'il s'agissait pour l'État d'annoncer la réalité des conséquences du oui et du non à chacun pour que les choses soient plus claires, soit en cas de choix de l'indépendance, soit en cas de choix du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Pensez-vous, dans les circonstances actuelles, c'est-à-dire que nous sommes à un an du référendum, certes, il y a quelques problèmes en matière minière et métallurgique, il y a eu les événements de l'usine du Sud, il y a les problèmes du Covid, il y a les problèmes budgétaires de la Nouvelle-Calédonie. Pensez-vous que cet agenda doit être enrichi? C'est le sujet d'ailleurs de la convention du FLNKS qui se réunit samedi à Kawa. Il y a dans leur agenda les thématiques du déplacement à Paris. Je crois que l'État n'a que trop tardé dans cette affaire. Il avait déjà écrit une note il y a 2 ans justement sur les conséquences du oui et du non, mais c'était tellement réduit
dit de façon tellement diplomatique que ça c'est passé à côté de tout le monde. Mais enfin, il avait quand même dit, peut-être pas suffisamment clairement, mais que l'aide de l'État, elle serait pas ce qu'elle est, Oui, puisque ça deviendrait l'aide internationale. Alors je crois qu'il est... mais il c'était y a longtemps, relativement condensé, c'est-à-dire voilà, que c'était voilà, quelques phrases, quoi. voilà. Mais c'est parce que il pense que l'État a peur d'être qualifié de partisan s'il disait la vérité. Et moi, je crois que la vérité n'est pas partisane, la vérité. La vérité, elle est, c'est ce qui est vrai. Donc, ce qui est vrai, l'État le sait fort bien. Il commence à le dire avec on voit le haut-commissaire qui publie les actions de l'État en Nouvelle-Calédonie. On a entendu le directeur des finances s'exprimer encore hier. La vérité, c'est qu'il y a 175 milliards à trouver en cas d'indépendance de la France. Quand on dit, j'ai entendu quelqu'un, je sais pas, qui a dit, ah, mais il y a d'autres moyens, il y a le FMI, etc. C'est une plaisanterie. Où l'État va continuer à nous aider, c'est une plaisanterie. Donc il y a des exemples simples à donner. Que faisait l'État, par exemple, dans les anciens territoires devenus indépendants, et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ben, si vous regardez, c'est tout simplement à peu près 10 fois moins que ce qu'il donnait avant. C'est-à-dire, à Mayotte, si vous comparez Mayotte et les Comores, ben, l'État donne 15 fois plus à Mayotte qu'il donne au reste des Mayotte Comores doit devenus être plus indépendants. doté que l'ensemble des Comores, Ah ben c'est 15 fois plus, voilà. probablement. 10 à 15 fois plus. Vous regardez le Vanuatu, parce qu'on dit, ah oui, mais l'État a intérêt, parce que la Nouvelle-Calédonie est en une position stratégique importante, donc l'État va continuer à nous aider pour être présent. Mais vous savez, au Vanuatu, c'est très important aussi stratégiquement, c'est la même position stratégique que la Nouvelle-Calédonie, mais l'État donne pas grand-chose. 10 milliards au mieux, 5 milliards le plus souvent, 175 milliards pour la Calédonie. Quand vous pensez qu'à Djibouti, l'État, là aussi, donne à peu près 10 milliards, et avec ces 10 milliards, ça lui permet d'avoir une armée pas face, mais enfin en même temps que les Chinois à Djibouti, et l'État français a dit qu'il n'était pas question que les militaires français payent l'impôt sur le revenu à Djibouti. Il ne faut pas croire que l'État est gentil avec les pays indépendants. Il n'est pas gentil du tout. Pourtant, c'est un des pays qui donne le plus dans le monde. Alors je crois que pour le Vanuatu, c'est probablement 3 fois moins que le chiffre énoncé. Alors il y a un autre sujet, c'est la situation minière et métallurgique de la Nouvelle-Calédonie, avec la publication du rapport de la Chambre territoriale des comptes qui a créé une certaine émotion en Nouvelle-Calédonie, mais jusqu'à Paris, puisque Le Monde en a fait un article de 4 colonnes sur la doctrine nickel et les conséquences. Pensez-vous que ce rapport, qui est accablant, puisse avoir des incidences, des conséquences à caractère politique sur l'appréhension de la stratégie indépendantiste vis-à-vis des non-indépendantistes ou vis-à-vis de l'État? En tout cas, la démonstration est faite maintenant. C'est un échec total de la doctrine de la province Nord, et plus spécifiquement de la doctrine d'Ang Néotine. C'est l'échec d'un projet qui était censé financer l'indépendance. Vous vous rendez compte, non seulement il ne financera pas l'indépendance, mais ils peuvent craindre que dans l'hypothèse où la Nouvelle-Calédonie sera indépendante, elle hériterait de dettes, et de dettes qu'elle serait bien incapable de rembourser un jour. J'ai lu une réponse du directeur de KNS dans les nouvelles disant mais c'est une exploitation pendant 50 ans, on a le temps, on va rembourser notre dette. Mais je ne sais pas si les gens s'imaginent ce que c'est que la dette de 1 milliard 200, 1000 milliards 200 millions. C'est les simples intérêts de la dette. Parce que attention, il faut non seulement rembourser la dette, mais il faut payer des intérêts. Les intérêts, c'est environ 5%. 5% de 1000 milliards, ça fait 50 milliards. 50 milliards, c'est le budget de la province Nord. C'est-à-dire que rien que pour rembourser les intérêts de la dette, il faut payer à la société Glencore l'équivalent du budget de la province Nord. Bon. Actuellement, l'usine n'a jamais marché que sur un pied, sur un four, toujours un four sur deux, et encore le four qui reste marche mal. C'est terrible, parce qu'on ne peut...
terrible parce que je ne veux pas qu'on en tire à la conclusion que ce soit un échec total de l'usine. L'usine, problème technique. Hein, Enfin, ça crée des emplois, ça crée des emplois, ça participe au rééquilibrage. Voilà, c'est pas le sujet. Ça, c'est sûr qu'elle a été utile de ce point de vue-là. Par contre, ce qui est complètement fou, c'était le montage financier. Comment on pouvait croire que sans mettre un sou, on allait pouvoir diriger? C'est maintenant. Et moi, j'avais regardé déjà les comptes rendus de Glencore, la société elle-même Glencore. Si vous allez sur son site et vous regardez quelles sont ses filiales, eh bien, vous voyez dans ces filiales le KNS. C'est-à-dire que pour Glencore, KNS, c'est une filiale. Ils ont 49%, mais c'est une filiale. Et en plus, ils s'expliquent. Ils expliquent en bas pourquoi. Parce que c'est eux, dans le pacte, quoi, qui désignent le directeur et les principaux cadres. Et c'est eux qui ont financé 95% de l'usine. Donc, c'est eux qui décident comment les futurs dividendes vont être affectés. Et évidemment, ils vont être affectés en premier lieu au remboursement de la dette. C'est-à-dire que pour l'instant, on touchera 0 dividende. Le Cognambo sera épuisé. Ils n'auront rien touché. Voilà l'échec. Ouais. Ça, c'est le premier échec. Pardon, un mot quand même. L'usine offshore de Corée, deuxième échec, qui a des conséquences, qui aura des conséquences politiques majeures. C'est-à-dire que on paye, pour avoir les 50% de l'usine offshore, on les paye en minerai, en du minerai. Et donc, ça avait presque marché avec la première ligne en Corée, tant bien que mal, mais ils ont voulu faire une deuxième ligne. Il n'y a plus assez de minerai pour fournir la Corée. Et donc, n'ayant plus de minerai, où vont-ils le chercher? Eh bien, ils vont le chercher soit dans le nord, les mines de l'ASLN, et c'est pour ça qu'ils veulent 51% de l'ASLN. Et c'est pour ça qu'éventuellement, ils veulent couler l'ASLN. C'est pour s'emparer des mines. Et également, tous les problèmes dans l'usine du Sud, c'est parce que l'objectif de Deng, c'est de s'emparer des gisements et des mines de la province Sud, sinon il est incapable de remplir ses engagements auprès des Coréens. C'est un échec, mais complet, des indépendantistes, on peut dire. Mais est-ce que vous pensez donc ça met à mal la théorie de la doctrine Nickel? Est-ce que vous pensez que l'opinion publique calédonienne est sensible à ces arguments et peuvent se poser la question de la capacité de gestion des indépendantistes dans un éventuel État indépendant? J'espère qu'ils vont se la poser, parce que là, c'est le nickel, mais il n'y a pas que le nickel. Comme c'était censé financer l'indépendance, le nickel, c'était aussi censé financer tout le développement économique de la province. Or, des provinces. Des provinces. Dans le cas d'un État souverain. Dans le cas de la province Nord, ils n'arrivent même pas à financer l'économie de la province Nord. À part le VKP elle-même, grâce à l'usine. Sinon, tout ce qui a été financé par la Sophie Nord, c'est-à-dire tous les hôtels de la Sophie Nord, toutes les fermes aquacoles, toutes les exploitations agricoles, agroalimentaires, etc., toutes ces sociétés, il y en a des dizaines, elles sont toutes en quasi-faillite, toutes près de déposer le bilan. C'est ça la réalité, c'est leur avenir. Pourquoi? C'est de l'économie administrée. On croit qu'on peut faire de l'économie simplement à coup de subvention. Ça n'existe pas. Quand les gens ne sont pas responsables eux-mêmes sur leurs biens, ils ne gèrent pas au mieux. En tout cas, on peut s'en apercevoir. Donc, on peut dire que c'est un échec. Il y a l'indépendance qu'un acte socialiste. Alors, on peut dire que du point de vue des socialistes, c'est l'échec complet. Et vous avez dit, est-ce que la doctrine est mise à mal? Elle est plus que mise à mal. Elle est complètement détruite par ce qui s'est passé en matière de nickel. Donc, est-ce que les gens vont apercevoir? Moi, je crois qu'ils vont. Voilà, ils se sont aperçus. Il y a un rapport de la Chambre territoriale des comptes. Et il va bientôt y avoir, si l'État ne met pas d'argent, je ne vois pas comment toutes ces sociétés de la province Nord vont pouvoir s'en tirer. C'est impossible. Donc, ils vont faire appel? Ils vont faire appel à la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire à votre portefeuille, monsieur Gabier-Briot. Oui, mais ce sera l'agenda du prochain gouvernement, monsieur Bretonnier. Mais oui. Parce que les impôts de la Nouvelle-Calédonie, c'est le gouvernement qui les propose et c'est le Congrès de la Nouvelle-Calédonie qui en dispose et qui le vote. Mais absolument. Et vous donc, savez, moi, j'ai participé au
aux réunions, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, comité vie chère, comité économique et non, social, où il y avait les syndicats, Rocco Amitan, président de cette commission. Qui La existe commission toujours. Vichère. Commission Vichère, Oui, ouais, absolument, présidée par le président du et Congrès. ben, c'était catastrophique, quoi. C'est-à-dire, ils veulent administrer toute l'économie. C'est-à-dire, ils veulent dire aux gens, voilà quel prix vous devez pratiquer, voilà quelle marge vous devez pratiquer, vous avez le droit d'exporter ceci, vous n'avez pas le droit d'importer cela. Tout contrôler. Et les impôts, il faut redistribuer, il faut redistribuer, parce que, alors, évidemment, il y a des inégalités. Ça veut dire qu'on va imposer, alors les plus riches, tout le monde va applaudir, mais le problème, c'est quand on impose ceux qui ont les capacités d'investir, ils n'investissent pas. Voilà. J'entends aussi qu'il faut absolument imposer les sorties de capitaux. Mais le pays qui fait ça un jour, heureusement, ça n'existe pas, le pays qui fait ça un jour, mais il est sûr qu'il n'y a plus personne qui va investir. Vous irez dans un pays, on va vous expliquer que vos bénéfices ne pourraient pas les sortir du pays, mais c'est impossible. Même les taxer, ne serait-ce que de parler de les taxer, vous n'irez pas investir. Personne ne viendra investir en Calédonie. Quand je pense qu'il y a Wamitan qui applaudissait à ça, qu'il y avait Philippe Michel qui applaudissait à ce genre de truc, là j'ai entendu l'éveil océanien aussi, oui, il faudrait s'intéresser quand même aux sorties de capitaux. Et ce sont des gens qui sont complètement irresponsables. Très bien. Écoutez, ce sera le mot de la fin de l'actualité passé en revue par Pierre Bretonnier. À la prochaine. À la prochaine, Gaby.